Un agent d'entretien, un PDG et un enfant disparus. Une annonce faite dans un aéroport peut-elle changer la vie d'une jeune fille et l'avenir de l'intelligence artificielle? Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes perdue? Pas de réponse. Le concierge baissa les yeux, plissant les paupières pour mieux observer la fillette devant lui. Elle avait peut-être 9 ans. Elle était petite et immobile comme une statue. Une longue canne blanche tremblait dans sa main, ses jointures pâles contrastant avec la poignée en plastique. Le terminal bourdonnait d'activité, valises, voix, téléphone qui sonnait, mais la fillette restait immobile à l'intersection entre la porte B7 et le kiosque à café. « Mademoiselle » réessaya-t-il plus doucement cette fois. « Avez-vous besoin d'aide ?»« Rien. » Le seau à balai grinça derrière lui lorsque Gavin Hart fit un pas en avant. C'est alors que la fillette sursauta. Elle tourna légèrement la tête vers le bruit. Son menton tremblait. Elle leva sa main libre à mi-hauteur comme pour se défendre, puis s'arrêta. « Ne me touchez pas », dit-elle. Sa voix était faible mais claire, effrayée, pas impolie. Gavin se figea. Il avait vu toutes sortes d'urgences au cours de ces années passées à nettoyer le carrelage et à ramasser les ordures à l'aéroport de Los Angeles. Des passagers qui rataient leur vol, des parents qui criaient, même un homme qui avait eu une crise cardiaque dans les toilettes. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fille n'était pas seulement seule. Elle était aveugle et elle avait peur. Les gens passaient devant elle comme si elle n'existait pas. Une femme en talons hauts faillit la heurter. Un homme d'affaires jeta un coup d'œil à son froncement de sourcils et continua son chemin. Elle était invisible. « Tout va bien », dit Gavin doucement, s'accroupissant maintenant, s'abaissant à son niveau sans se rapprocher. « Je ne vais pas te toucher. J'ai juste vu que tu étais seule. » La fille ne dit rien, mais ses lèvres étaient pincées et sa poitrine se soulevait trop rapidement. Elle essayait de ne pas pleurer. Gavin ne bougea pas. Il prit simplement l'extrémité du manche de son balai et commença à tapoter légèrement le sol devant lui. Tape, pause, tape, tape, tape. Silence. Puis la fille pencha la tête. Tape, pause, tape, tape, tape. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Tape, pause, tape, tape, tape. Le rythme était simple, régulier, familier. Elle prit une lente inspiration et murmura d'une voix presque inaudible. « C'est cette chanson. » Gavin continua à suivre le rythme, doucement et régulièrement. Il s'en souvenait très bien. C'était le même rythme qu'il utilisait pour calmer Mia lorsqu'elle était en surcharge sensorielle. Un temps, 2 temps rapides, puis silence. « Tu connais cette chanson ?» demanda la jeune fille. « Maman fait ça quand j'ai peur. Elle le tape sur ma paume. » Gavin ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de répondre. Il se contenta d'acquiescer, même si elle ne pouvait pas le voir. Son nom. Il avait besoin de connaître son nom. « Savez-vous où est passée votre maman ?»« Elle était là, » dit la fillette. Sa voix tremblait. « Elle m'a dit de m'asseoir sur le banc pendant qu'elle parlait à quelqu'un. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de bruit et je pense qu'elle est partie. » Gavin a regardé autour de lui. Pas de banc, juste une foule de voyageurs se déplaçant comme des bancs de poissons. Des annonces retentissaient au-dessus de leur tête. Le vol 721 à destination de Seattle embarque maintenant à la porte C10. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» La fillette a hésité. « Ella, Ella. » Il a regardé à nouveau autour de lui. Personne ne cherchait d'enfant. Aucun parent ne criait son nom. Pas de panique. Juste du bruit. Trop de bruit. « D'accord, Ella, » a-t-il dit avec précaution. « Nous allons trouver une solution. Mais je ne te toucherai pas à moins que tu ne me le demandes. »« D'accord, » acquiesça-t-elle lentement. « Peux-tu me dire autre chose sur ta mère ou sur l'endroit où tu te trouvais ?» Ella se mordit la lèvre, réfléchissant. Elle sentait la fleur d'oranger, son parfum, et elle buvait un café glacé avec du lait d'amande. J'entendais le cliquetis des glaçons. Gavin plissa les yeux. Il n'y avait qu'un seul endroit dans ce terminal où l'on servait du café froid avec du lait d'amande dans des verres en verre, le salon VIP derrière la porte A19. Mais c'était de l'autre côté de la sécurité. Et là, tu te souviens de la dernière chose que ta mère t'a dite ? N'importe quoi. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et de ne pas bouger. Elle n'avait pas bougé. Elle avait attendu comme sa mère le lui avait dit, même si le monde tournait autour d'elle. Gavin ravala la boule qu'il avait dans la gorge. « D'accord, nous allons la retrouver. Mais d'abord, puis-je te poser une question ? Puis-je marcher à tes côtés pendant que tu utilises ta canne ? Je ne te toucherai pas, je te le promets. Je serai juste les pas à côté de toi, comme un écho. » Ella hésita puis acquiesça. « D'accord, mais si je te dis d'arrêter, tu t'arrêtes. » Marché conclu. Ils avancèrent lentement. Gavin marchait un demi-pas derrière elle. La canne d'Ella tapait le sol en formant des arcs précis. Elle écoutait,
écoutait vraiment le monde qui l'entourait. Elle ne voyait pas avec ses yeux, elle voyait avec ses oreilles. « C'est le distributeur automatique », murmura-t-elle. « Et le local d'entretien, ça sent le nettoyant au citron. » Gavin sourit. « Tu ne te trompes pas, c'est le mien. » Ils arrivèrent dans un couloir plus calme. Gavin jeta un coup d'œil au badge d'employé accroché à sa poitrine. Il pouvait passer la porte sécurisée, mais pas un enfant. Pas sans un laissez-passer adulte ou l'accord parental. Il soupira. « Et là, je peux passer un coup de fil rapide. Je crois savoir où est ta mère. Ne pars pas, s'il te plaît. » Elle tira légèrement sur sa manche. « Reste près de moi. S'il te plaît. Je ne vais nulle part, » dit-il doucement. Il sortit son téléphone et composa le numéro de la réception du salon VIP. « Oui, c'est Gavin, du service d'entretien. Je crois avoir trouvé une enfant aveugle de 9 ans. Elle s'appelle Ella. Quelqu'un cherche une petite fille. » Silence. Puis la voix grésilla. « Monsieur, nous avons une femme en larmes. Elle dit que sa fille a disparu. Elle s'appelle Sienna Blake. » Sienna Blake. Il connaissait ce nom. Tout le monde dans cet aéroport connaissait ce nom. PDG de Novice Technologies. La reine de l'IA qui valait des milliards et dont la fille tenait sa manche comme une bouée de sauvetage. « Dites-lui que j'amène Ella, » dit Gavin. « Gardez-la là, s'il vous plaît. » Il raccrocha, le cœur battant. Il regarda Ella, prête à aller chercher sa mère. Ella, la fillette ne parla pas. Elle se contenta d'acquiescer et de sourire pour la première fois. La voix d'Ella couvrait à peine le bruit du terminal, mais elle transperça Gavin comme un diapason frappé contre ses côtes. Ce rythme, tape, pause, tape, 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 n'était pas aléatoire. C'était le rythme de la respiration, du battement du cœur, de la sécurité. Et d'une manière ou d'une autre, cette petite fille l'avait déjà entendu. « Elle le tape sur ma paume », continua Ella. « Quand il y a trop de bruit, quand j'ai l'impression de me noyer, Gavin déglutit. On appelle ça le tempo tapping. Ça aide à calmer le système nerveux. C'est une chanson ?» Il eut un petit rire. « Ce n'est pas une chanson que tu entendras à la radio, mais c'est une chanson que tu ressens. Ici, il tapota à nouveau doucement le manche de son balai. Et ici, il posa sa main libre légèrement sur sa poitrine, sans s'attendre à ce qu'elle le voie, mais elle le vit. Elle pencha la tête. « Tu es papa, n'est-ce pas ?» Gavin se figea. Ella esquissa un léger sourire, comme quelqu'un qui aurait découvert un secret que personne d'autre n'avait remarqué. « Vous en avez l'air. Doux, mais fatigué. » Il expira par le nez. « Je l'étais autrefois. » Ils marchèrent lentement. Gavin, toujours un pas derrière elle, doucement mais sûrement. Toutes les quelques secondes, il tapait légèrement avec le manche de la serpillière. Ella suivait ce rythme comme une bouée de sauvetage. Sa canne balayait à gauche, à droite, vers l'avant. Ce n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. « Vous êtes doué pour ça, monsieur Gavin, » dit-elle. « Juste Gavin. »« Eh bien, juste Gavin, » dit Ella, un peu taquine. « Vous aidez toujours les étrangers comme ça ?»« Seulement les courageux, » répondit-il après une pause. « Je ne me sens pas courageuse. Le courage, ce n'est pas se sentir en sécurité, » dit Ella avec précaution. « C'est ce que vous faites quand vous êtes terrifié. » Elle ne répondit pas, mais serra sa canne plus fort. Ils arrivèrent dans un couloir plus calme, à l'écart des portes principales. La foule se clairsema. Le bruit s'estompa. « Vous souvenez-vous du banc sur lequel vous étiez assise avant qu'il ne vous parle ?» Elle acquiesça. Il était en bois. Je pouvais sentir les rainures. L'accoudoir était en métal froid. Quelqu'un avait collé un chewing-gum dessous. À la menthe poivrée, Gavin cligna des yeux. « Tu te souviens du chewing-gum ? Je me souviens de tout ce que je touche. Cela m'aide à cartographier les endroits où je suis allé. Cela le stoppa net. Tu cartographies le monde grâce au toucher. » Ella se tournait vers sa voix, ses sons et parfois ses odeurs. Les gens ne le remarquent pas, mais tout raconte une histoire. Il ne pouvait détacher son regard d'elle. Cette fille, cet enfant, naviguait dans le chaos en utilisant uniquement sa mémoire, son rythme et son intuition. « Tu sais, » dit-il doucement, « j'ai connu une fille comme toi. Elle disait que l'obscurité n'était pas effrayante si quelqu'un te donnait une raison de la traverser. Tu l'aimais ?» demanda Ella. Il sourit, même si cela lui faisait mal. Plus que tout. Ils tournèrent au coin vers l'entrée du personnel près du salon VIP. Gavin scanna son badge. La porte s'ouvrit dans un clic. « Ella, ta mère est juste à l'intérieur. Je te le promets. Tu veux marcher ou tu veux que je te guide ?» Elle hésita. Puis elle tendit la main, non pas pour qu'il la tienne, mais pour saisir délicatement le revers de sa manche. « Juste comme ça, » dit-elle, « pour que je sache que tu es là. Mais je trouve quand même le chemin toute seule. » Gavin eut la gorge serrée. Ils entrèrent. Le salon VIP était silencieux, opulent et froid, comme seul l'argent peut le rendre. Verre dépoli, bois poli,
barista en tablier noir, et debout au milieu de la pièce, les yeux exorbités, se tenait Sienna Blake. Elle tenait son téléphone dans une main, ses talons de créateur gisaient par terre. Son assistant Thomas vérifiait frénétiquement avec la sécurité. Quand elle vit Ella, petite, immobile, agrippée à la manche d'un concierge, elle se précipita vers elle. « Ella !» Le visage de la fillette s'illumina. Elle lâcha Gavin et trébucha vers la voix de sa mère. Sienna tomba à genoux, attrapant sa fille à mi-chemin, les bras tremblants alors qu'il s'enroulait autour du petit corps. Elle la serra fort, enfouissant son visage dans l'odeur de son enfant. « Oh mon Dieu bébé, je suis tellement désolée. Je n'aurais pas dû te laisser, je n'aurais pas dû. » Ella l'interrompit doucement. « Ça va maman, il m'a trouvé. » Sienna leva les yeux. Son regard croisa celui de Gavin. Il recula instinctivement, prêt à disparaître dans l'arrière-plan où les concierges avaient en leur place. Mais son expression passa alors du soulagement à la suspicion. Sa voix baissa, aiguë, contrôlée. « Qui vous a donné la permission de toucher ma fille ?» Thomas tressaillit. Même Ella recula, surprise. Gavin ne dit rien dans un premier temps. Il avait les mains vides. Pas de bloc-notes, pas de balai, juste le silence et sa respiration. Puis il dit calmement « Elle m'a demandé de ne pas la toucher. Alors je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté à ses côtés. » Doucement à se dire. Sienna serra les mâchoires. « Vous l'avez accompagnée à travers le terminal sans autorisation, sans prévenir la sécurité. J'ai appelé la réception. Je leur ai dit où nous allions. Vous êtes concierge. Tu n'es pas formé pour ça. » Il la regarda, sans colère, juste fatigué. Je n'avais pas besoin d'être formé pour voir qu'elle avait peur et que personne d'autre ne s'arrêtait. Cela flottait dans l'air. Même Thomas ne pouvait la regarder dans les yeux. Elle attira sur la manche de sa mère. « Maman, il ne m'a pas traité comme si j'étais cassé. » Sienna cligna des yeux. Son visage s'adoucit, mais seulement un instant. « Allez, Ella, » murmura-t-elle. « Allons-y, tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. » Elle se leva en tenant toujours sa fille et se détourna. Gavin recula, déjà oublié. Mais juste avant qu'elle ne parte, Ella se retourna et tendit la main vers lui à l'aveuglette. « Gavin, oui, merci de m'avoir accompagné. » Il ne faisait pas confiance à sa voix, alors il se contenta d'acquiescer, même si elle ne pouvait pas le voir. La salle de réunion était empreinte de tension. 12 investisseurs, 2 avocats, un contrat d'1 milliard de dollars en jeu, et Sienna Blake était assise à la tête de la table en obsidienne polie, immobile comme une statue, à l'exception du tremblement à peine visible de son poignet alors qu'elle serrait son téléphone sous la table. Ainsi, avec un rendement prévu de 14,2% au 4e trimestre, notre expansion assistée par l'IA atteindra tous les critères réglementaires, disait Thomas d'une voix suave, en passant à la diapositive suivante. Sienna ne l'entendait pas. Son regard se posa à nouveau sur le message affiché sur son écran. Ella a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois près du terminal C. Aucune trace confirmée depuis 8h17. Sa poitrine se serra. Elle garda un visage impassible. Ces hommes ne voulaient pas d'une mère, ils voulaient une machine. Et elle en avait été une pendant des années. Efficace, vive, inébranlable jusqu'à présent. Un bourdonnement. Un autre SMS. La sécurité de Thomas vient de passer un message radio. Un concierge l'a trouvée. Il la garde calme. Un concierge. Son esprit était en ébullition. Combien de temps avait-elle laissé Ella assise ? 10 minutes 15. Mon Dieu, quel genre de mère, Marcel Blake ? L'un des investisseurs l'interrompit. Que pensez-vous des projections de modélisation de la compatibilité neuronale ? Sienna leva le menton. Je pense qu'elle a dit d'un ton calme. Nous négligeons les mesures de l'interface émotionnelle. L'efficacité neuronale ne signifie rien si la réponse humaine s'effondre sous le stress. Plusieurs cadres levèrent les sourcils. L'un d'eux murmura « Ce n'était pas dans la présentation », mais Thomas intervint sans hésiter. Elle fait référence à notre modèle d'intégration bêta de l'empathie. Diapositive 37. Je vais la chercher. Le regard de Sienna se posa à nouveau sur son téléphone. Thomas, le concierge s'appelle Gavin Hart. Il se dirige vers le salon VIP en ce moment. Elle se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. « Messieurs, dit-elle, je vous présente mes excuses. Je dois m'absenter. Urgence familiale. » Certains ont semblé agacés, d'autres inquiets, mais un seul lui a demandé « Vous reviendrez ?» Sienna n'a pas répondu. Elle était déjà partie. Elle a franchi les portes du salon en trombe, les talons nus, oubliée quelque part dans le couloir ciré. Elle respirait par petits coups, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Non pas par crainte de perdre le contrat, mais à cause de quelque chose qu'elle n'avait pas admis depuis trop longtemps.
la peur de perdre sa fille. Et là, de l'autre côté de la pièce, Ella marchait lentement, prudemment, sa main agrippant légèrement la manche d'un homme vêtu d'un uniforme bleu de concierge. Sienna eut la gorge serrée. Elle n'avait pas vu Ella aussi calme depuis des semaines. Elle se précipita, tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras, comme si elle pouvait replier le temps lui-même et effacer chaque seconde où elles avaient été séparées. « Ella, ma chérie, je suis là, je suis là, je suis tellement désolée. »« Maman, » dit Ella doucement, « il est resté avec moi. Il ne m'a pas fait me sentir petite. » Sienna leva les yeux vers l'homme qui se tenait tranquillement derrière elle. Il avait l'air ordinaire, légèrement mal rasé, avec des rides au coin des yeux, fort mais pas imposant, juste stable. « Qui vous a donné la permission de toucher ma fille ?» Les mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Son expression ne changea pas un tressaillement, pas un froncement de sourcils. « Elle m'a demandé de ne pas la toucher, » répondit-il calmement. « Alors je ne l'ai pas fait. » Thomas arriva légèrement essoufflé. « Madame, avez-vous appelé la sécurité ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « J'ai prévenu la réception, mais à ce moment-là, il était déjà en train de l'aider. » Sienna se retourna vers Gavin. « Vous n'êtes pas formé. Vous auriez pu la perturber, l'effrayer. » Gavin prit enfin la parole, d'une voix calme mais ferme. Tout le monde passa devant elle. « Madame, je ne l'ai pas fait. » Ella tira doucement sur la manche de sa mère. « Maman, ne lui crie pas dessus. Il a fait disparaître le bruit. » Cela la stoppa net. « Il a fait disparaître le bruit. » Oh bah. Sienna retint son souffle, car elle savait ce que cela signifiait. Ella appelait « bruit », le monde écrasant qui l'entourait. Et même avec les meilleurs thérapeutes et la technologie la plus avancée, cela n'avait jamais complètement disparu jusqu'à présent. Plus tard, de retour dans la salle d'attente privée, Thomas se tenait à côté d'elle, silencieux, tandis qu'elle buvait une gorgée de café froid dans un gobelet en papier. Ella somnolait sur le canapé à côté, la tête blottie dans le manteau de Sienna. « Elle va bien », dit-il finalement. « Grâce à lui. » Sienna ne dit rien. « Il n'a pas paniqué », ajouta Thomas. « Il n'a pas essayé de la soigner. Il est simplement resté présent. C'est rare. » Elle le regarda. « Qui est-il » ? J'ai consulté son dossier. Il s'appelle Gavin Hart. Il travaille comme agent d'entretien dans le cadre d'un contrat avec un prestataire tiers. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Thomas hésita, puis lui tendit un dossier. À l'intérieur se trouvaient quelques documents partiellement caviardés, mais un détail ressortait comme s'il criait. Ancien ingénieur système senior chez Navisoft Technologies, spécialisé dans les technologies d'assistance sensorielle. Co-développeur des premiers outils de cartographie d'orientation pour les aveugles. Titulaire d'un master en ingénierie des systèmes cognitifs. La main de Sienna se crispa sur la page. Ce n'était pas seulement un concierge, c'était un pionnier dans le domaine même où son entreprise prétendait désormais être leader. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle. Thomas hésita. « Sa fille. Elle est morte dans un accident lors d'un test de prototype. Le système a échoué. Gavin a disparu du secteur après cela. » Sienna fixait le vide, le regard perdu. Pendant tout ce temps, ils avaient essayé de simuler l'empathie à travers du code. Et pourtant, la seule personne qui avait montré à sa fille ce que cela signifiait était en train de nettoyer des sols. Ella remua sur le canapé. « Maman, oui, ma chérie, pourquoi tu ne parles jamais à des gens comme lui? Et vous, à sa place, que feriez-vous? Dites-le en commentaire. Je lis tout. » Sienna cligna des yeux et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait pas de réponse. La première fois que Gavin Hart ressentit le poids du silence, ce n'était pas dans une chambre d'hôpital ou une salle d'audience, mais dans le couloir d'une école pour aveugles. Il attendait devant une salle de thérapie, les paumes moites contre un bloc-notes rempli de croquis de prototypes lorsqu'il l'entendit. Le rire de sa fille, Mia. Elle avait alors 5 ans, née sans vue, mais avec un rire qui pouvait transformer n'importe quelle pièce stérile en un lieu chaleureux. Gavin n'avait pas entendu ce rire depuis des années, et maintenant, debout dans le couloir d'entretien derrière le terminal D, les bras enfoncés dans le panneau de réparation d'un distributeur automatique, il l'entendait à nouveau. Mais ce n'était pas Mia, c'était Ella. Elle riait en décrivant à Thomas comment Gavin avait utilisé les échos de ses pas pour la guider loin des escaliers roulants sans la toucher. Il a fait un bruit de souffle quand j'ai tourné dans la mauvaise direction. Elle a gloussé puis a émis un ding quand j'étais dans le bon sens comme dans un jeu. Thomas a ri. Vous formiez une sacrée équipe tous les deux. Gavin a gardé la tête baissée, faisant semblant de serrer un boulon qui n'avait pas besoin d'être réparé. Il n'était plus habitué au rire, surtout ceux qui lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu. Plus tard dans l'après-midi, Gavin terminait son service lorsque Thomas l'a abordé à l'extérieur de la salle du personnel. « Elle continue de poser des questions à ton sujet », dit Thomas. « Ella. » Gavin ne répondit pas. Thomas lui tendit une feuille pliée. « Tu devrais savoir.
Madame Blake m'a demandé de me renseigner sur toi. Gavin haussa un sourcil. Vraiment? Rien d'intrusif, mais elle était surprise. Gavin ouvrit la feuille. Son propre CV le regardait en face. Des années qu'il avait enfouies, des réalisations qu'il ne revendiquait plus. Navisoft Thomas dit doucement. Vous étiez ingénieur en chef sur le projet de cartographie sonar, n'est-ce que pas? Gavin serra les mâchoires. C'était il y a longtemps. Vous avez développé la cartographie sonore en 3D pour les aveugles avant même que quiconque n'y ait pensé. Et regardez où cela m'a mené, marmonna Gavin. Vous savez combien de brevets sont à mon nom. Tu sais à quel point ils ont été utiles. Mia Thomas se tut. Gavin lui rendit le document. Certaines personnes construisent des ponts, dit-il. Moi, j'ai construit un piège. De l'autre côté de l'aéroport, dans un salon exécutif tranquille, Sienna était assise avec Ella Blotti contre elle, un casque sur les oreilles, en train d'écouter un livre audio. Sienna fixait la table basse, mais sans vraiment la voir. Elle entendait sans cesse la voix d'Ella. « Pourquoi ne parles-tu pas à des gens comme lui ?» Cela résonnait en elle avec un malaise qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Elle se vantait d'être juste, moderne, de juger sur le mérite. Mais quelque chose chez Gavin avait déclenché une barrière instinctive, quelque chose d'inexprimé, mais indéniablement puissant. Était-ce l'uniforme? Ou était-ce ce qu'il lui rappelait, à savoir que dans toute son ambition raffinée, elle avait commencé à mesurer la valeur d'un homme à son titre? Pas sa tendresse. Elle prit son téléphone et appela Thomas. « J'ai besoin d'en savoir plus, dit-elle. Je t'ai déjà envoyé le dossier. »« Non, dit Sienna d'une voix plus basse. Pas sa carrière. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. » Thomas ne répondit pas tout de suite. Puis, finalement, ce fut un essai à domicile. Sa fille faisait partie du groupe test. Un bug dans le firmware du système de rétroaction directionnelle avait provoqué une erreur de lecture. Sienna sentit un frisson la parcourir. Elle avait suivi un écho incorrect dans une rue. Thomas continua. Un camion de livraison ne l'avait pas vue. Elle était morte sur le coup. Silence. Après cela, Gavin a démissionné de tout. Il n'a pas poursuivi l'entreprise, n'a pas déposé de plainte, il a simplement disparu. La gorge de Sienna se serra. Cet homme, ce concierge, avait créé la lumière pour les aveugles et avait perdu sa propre fille à cause du nombre qu'il avait créé. Et puis, au lieu de se battre, d'accuser ou de sauver sa carrière, il s'était simplement enfui. Elle regarda Ella, qui articulait maintenant les mots de l'histoire pendant qu'elle était diffusée. Ella, qui avait trouvé du réconfort dans le silence d'un étranger. Ella, qui avait souri d'une manière que Sienna n'avait pas vue depuis le départ de son mari. Et tout cela parce que quelqu'un était resté, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'avait choisi. Ce soir-là, alors que le personnel nettoyait le terminal et que la plupart des passagers étaient partis, Sienna trouva Gavin dans le placard du concierge, en train de ranger les fournitures avec une précision chirurgicale. « Je ne savais pas que les milliardaires faisaient des visites à domicile, » dit Gavin sans lever les yeux. « Je ne suis pas venu pour vous remercier, » répondit-elle. Il esquissa un léger sourire. « Bien sûr que non. Cela pourrait abîmer le Prada. » Sienna ignora la pique. « J'ai lu un article sur votre fille. » Cela le stoppa net. Gavin se leva lentement et s'essuya les mains avec une serviette. « Mia, dit-il, elle aurait eu 12 ans le mois prochain. Je suis désolé, mais pas pour ça. Cela l'a prit au dépourvu, poursuivit-il. Je l'ai été pendant longtemps. Désolé d'avoir essayé. Désolé d'avoir cru que je pouvais construire quelque chose pour me remplacer alors que je n'étais pas là pour la guider. Mais je ne suis pas désolé qu'elle ait existé. Je ne suis pas désolé qu'elle m'ait appris plus que je ne lui ai jamais appris. » Sienna déglutit péniblement. « Vous avez construit un monde pour elle. » Il leva alors les yeux vers elle et la regarda droit dans les yeux. « Non, dit-il. J'ai construit un plan. C'est elle qui a construit le monde. » Un long silence s'installa entre eux. Pas un silence pesant, juste un silence honnête. « Elle vit toujours grâce à l'aide que vous avez apportée à Ella aujourd'hui, » dit Sienna. La voix de Gavin était plus douce à présent. « Ta fille, elle n'a pas peur du noir. » Sienna pencha la tête. « Alors de quoi a-t-elle peur ?» Gavin répondit simplement « Et de ce que ton silence lui apprend à craindre ?» Plus tard dans la nuit, dans sa chambre d'hôtel, Sienna trouva un dessin qu'Ella avait laissé sur la table de chevet. Il était réalisé au crayon de couleur, grossier mais clair, représentant un bonhomme filiforme avec un balai, une petite fille tenant sa manche, et au-dessus d'eux, 3 mots simples. Il resta silencieux. Sienna retint ses larmes, et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas comme une PDG. Elle se sentit comme une mère. Entends-tu le sol en marbre ? La voix de Gavin rompit le silence alors qu'il se tenait au bout du couloir résonnant du terminal B.
Gavin jeta un coup d'œil à la petite fille à côté de lui. Elle ne tenait plus sa manche, elle se tenait simplement immobile, le menton légèrement relevé, sa canne pointée vers l'avant comme une boussole. Elle écoutait. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il recula et tapota doucement le carrelage avec sa botte. Une seule note résonna, grave, ronde, s'estompant peu à peu. Ella se tourna légèrement, souriante. Celle-là est près des distributeurs automatiques. Je me souviens de cet écho. Gavin cligna des yeux. « Tu te souviens des échos ? Je me souviens de ce qu'ils procurent, dit Ella. Certains rebondissent rapidement, d'autres restent un peu plus longtemps, comme s'ils étaient tristes de partir. Il resta sans voix. Ella pencha la tête, écoutant à nouveau. Et celui-ci, cet espace, il est trop vaste, trop propre. Je ne l'aime pas. Il ne retient pas le son. Il le laisse partir trop vite. Les espaces ouverts sont comme ça, dit Gavin doucement. Ils ne retiennent rien, pas même tes pas, dit-elle après une pause. C'est pour ça que j'aime les murs, ils te répondent en chuchotant. Il sourit à peine. Sienna se tenait à proximité, observant tout, les bras croisés, non plus avec scepticisme, mais avec admiration. Ella retraçait son chemin, pas à travers l'aéroport. Elle ne se souvenait pas des numéros des portes, elle ne se souvenait pas des panneaux, elle se souvenait de l'odeur des carreaux cirés, du grincement d'un fauteuil roulant tournant à gauche, de la brise lorsqu'une porte automatique s'ouvrait à 9 et R42, et de l'écho creux d'un couloir où personne ne parlait. Elle ne fait pas que se repérer, dit Gavin doucement. Elle construit une carte. Sienna se tourna vers lui. Une carte. Elle attribue une valeur à la texture sonore de l'espace et la superpose comme une topographie. Ce qu'elle fait va au-delà de la mémoire spatiale, c'est de l'empreinte cognitive. Sienna haussa un sourcil. Est-ce que c'est normal ? Gavin sourit faiblement. Non, c'est génial. Ils continuèrent à marcher. Ella s'arrêtait, s'accroupissait soudainement, passait ses doigts sur les rainures, entre les carreaux, puis continuait. Tous les quelques pas, Gavin la mettait au défi. D'où venait la poussette ? Où se trouvait la porte la plus proche avec une sonnette ? Quelle odeur y avait-il près du haut-parleur ? Et elle répondait à chaque fois, sans hésitation, avec certitude. À un moment donné, Sienna demanda doucement « Pourquoi ces thérapeutes n'ont-ils pas remarqué cela ?» Gavin ne répondit pas tout de suite. Alors, il n'écoutait pas avec ses oreilles. Ils arrivèrent au poste de contrôle de sécurité où tout avait commencé. Et là, avança jusqu'à ce que sa canne touche le bord d'un banc. Elle tendit la main pour toucher le métal, puis le coussin, puis s'arrêta. « C'est ici que j'ai pleuré, » dit-elle. Je me souviens de la façon dont le coussin s'est enfoncé sous moi et de l'homme qui sentait le beurre de cacahuète. Gavin s'agenouilla à côté d'elle. « Tu te souviens d'où venait le bruit ? Juste avant que je te trouve. » Ella acquiesça lentement. Il y avait un bruit de roulement, quelque chose d'humide. Mon balai, je n'aimais pas ça. On aurait dit quelqu'un qui traînait un serpent. Gavin gloussa. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Ella se tourna vers la voix de sa mère. Mais quand il s'assit à côté de moi, il tapota le balai et cela produisit un son musical. Je n'avais plus peur. Sienna cligna rapidement des yeux. Tu te souviens de tout ce qu'Ella a dit, même que ses mains ne tremblaient pas, contrairement à celles des autres. Ils restèrent assis un moment. Sienna s'assit sur le banc à côté de Gavin et expira en se frottant le front. J'ai été tellement occupé à essayer de la protéger. Elle murmura. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Elle ne veut pas être protégée. Elle veut un partenariat. Gavin la regarda. Tu n'as pas tort de la protéger, mais je l'ai fait par peur, admit-elle. Peur de ce que les gens diront, de ce que le monde lui enlèvera, de ce que je pourrais perdre. Il ne dit rien. Elle leva les yeux vers lui. Tu es père, tu sais ce que c'est que cette peur. Je la ressentais tous les jours, dit-il, jusqu'à ce que j'arrête d'avoir peur pour ma fille et que je commence à faire confiance à sa force. Sienna le fixa, le cœur battant. Ta fille, dit-elle doucement. Mia, elle devait être comme Ella. C'est elle qui m'a appris à fermer les yeux quand je concevais, à ressentir le code au lieu de le voir, à écrire des algorithmes avec empathie, pas seulement avec des données. Sienna détourna le regard. Peut-être ai-je construit le mauvais type d'avenir, murmura-t-elle. Un avenir rempli d'innovation, mais pas d'invitation. Les yeux de Gavin ne quittaient pas les siens, alors construisant un nouveau. Plus tard dans la soirée, tous trois étaient assis dans un café tranquille, niché dans un coin oublié de l'aéroport. Ella suivait du doigt le bord de sa tasse de chocolat chaud, murmurant l'écho produit lorsqu'elle tapait dessus avec sa cuillère. Sienna remua son café, puis regarda Gavin de l'autre côté de la table.
Je ne suis pas du genre à demander de l'aide, commença-t-elle. Je l'ai remarqué, dit-il sèchement. Elle ignora la pique. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, la façon dont tu as parlé sa langue sans jamais dire un mot. Elle fit une pause. Je ne me suis jamais senti aussi dépassé. Gavin acquiesça. C'est là que commence le véritable apprentissage. Sienna sourit faiblement. Tu es d'une sagesse exaspérante pour quelqu'un qui nettoie du chewing-gum sur le sol. Il leva sa tasse en guise de salut. La sagesse ne coûte pas cher quand on a tout perdu. Le sourire de Sienna s'estompa. Il le remarqua. Je suis désolé, ce n'était pas juste. Non, dit-elle, c'était honnête. Elle regarda Ella, qui fredonnait maintenant en rythme avec le cliquetis de sa cuillère. Elle n'a pas peur de l'obscurité, murmura Sienna. Pas même une seconde. Gavin suivit son regard, car l'obscurité n'avait jamais été son ennemi. Alors qu'est-ce qui lui fait peur ? Demanda Gavin à voix basse. Le silence qui dit qu'elle est seule. Sienna se rassit, stupéfaite. Ce soir-là, alors qu'ils se séparaient à l'entrée du terminal, Ella se tourna vers Gavin et lui saisit à nouveau la manche. « J'aime marcher avec toi, dit-elle. Il s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Pourquoi ? Parce que quand tu es là, j'ai l'impression que rien ne manque au monde. » Il déglutit péniblement. Moi non plus. Sienna les observait. Quelque chose se brisa en elle, non pas douloureusement, mais comme un verrou qui tourne. La pluie avait commencé à tomber peu après le coucher du soleil. Elle n'était pas forte, juste un léger crépitement sur les hautes fenêtres du café de l'aéroport, où Gavin était assis seul, fixant une tasse de café noir à moitié vide et refroidi. Le monde extérieur s'était estompé en traînées ambrées et grises. À l'intérieur, tout était calme, sauf la douleur. Elle s'était insinuée dans sa poitrine, comme toujours lorsque le monde devenait trop silencieux. Ce n'était pas une douleur, juste une attente. Familière, implacable, comme quelque chose qui n'avait pas de forme, mais qui savait exactement où se placer. Il plongea la main dans la poche de son manteau. Plié, usé et effiloché sur les bords, il y avait un dessin d'enfant, fait au crayon sur du papier, représentant une petite fille avec une canne, un fils au visage souriant et un mot griffonné en lettres majuscules roses. Puis-je ? Il n'avait pas besoin de le regarder. Chaque ligne était gravée en lui. Mais ce soir-là, pour une raison quelconque, il l'ouvrit quand même. C'est alors que la voix de Sienna retentit derrière lui. « Je me doutais que tu serais ici. » Il ne se retourna pas. Elle s'assit en face de lui, toujours en blazer, ses talons à la main, pieds nus. Elle avait l'air fatiguée. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut guérir, mais celle que la vérité exige. « Tu es parti sans dire au revoir, » dit-elle. « Je ne savais pas si je devais rester, » répondit Gavin. « Tu as aidé ma fille à surmonter sa peur aujourd'hui. » Sa voix s'adoucit. « Tu ne pensais pas que cela méritait au moins un au revoir. » Gavin expira, plia le dessin. « Parfois, la meilleure chose que je puisse faire est de partir avant de casser quelque chose. » Sienna pencha la tête. On dirait une histoire. Il marqua une pause, puis acquiesça. « Elle avait 7 ans, » commença Gavin. « Aveugle de naissance, tout comme Ella. » Sienna écouta en silence. Je l'ai appelée Mia. Elle avait cette façon de transformer le silence en musique. Elle pouvait taper sur n'importe quoi et le faire chanter. Des chaises, des murs, des cuillères, peu importait. Il sourit faiblement. Une fois, elle a joué Mozart avec un manche à balai et une boîte de céréales. Sienna eut un petit rire. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Les yeux de Gavin s'assombrirent. À l'époque, je n'étais pas concierge. J'étais à la tête d'une division de recherche chez Luminotech. Nous développions des systèmes d'aide à la navigation pour les malvoyants. Mon rêve était d'offrir à Mia un monde où elle n'aurait plus besoin d'être guidée, mais seulement d'entendre. Elle était votre inspiration. Elle était ma raison d'être. Sa voix se brisa. J'ai construit le prototype en pensant à elle. Nous l'avons appelé Halo, un système de guidage portable basé sur un sonar. Il fonctionnait en simulation. Sienna se pencha vers lui. Que s'est-il passé ? Gavin hésita, puis murmura. Je l'ai testé sur elle. Il y eut un silence. C'était un espace contrôlé, dit-il rapidement. J'avais parcouru chaque centimètre carré une centaine de fois. Elle m'a supplié de l'essayer. Et ce jour-là, pour la première fois, elle est entrée seule dans une pièce. Il fit une pause, déglutit péniblement. Elle est arrivée au milieu de la pièce, s'est retournée, a souri et a dit « Je vole, papa ». Puis sa voix s'est brisée et l'algorithme a connu un dysfonctionnement. Le système a mal interprété un signal et a coupé le son du côté gauche. Elle s'est trop retournée. Elle a glissé. Il a baissé les yeux. Elle a heurté le bord d'une table métallique. Traumatisme au tronc cérébral. Décédée en 48 heures.
Sienna a écarquillé les yeux. Elle a lentement couvert sa bouche de sa main. J'ai démissionné le lendemain. Gavin a dit qu'il avait disparu. Il a pris un emploi dans la maintenance. Il n'a plus jamais touché à la technologie. Il l'a regardée et, pour la première fois, ses yeux ne cachaient rien. J'ai enterré ma fille et, avec elle, j'ai enterré toute la partie de moi qui croyait pouvoir aider quelqu'un. Le silence entre eux était lourd de larmes retenues. Puis, doucement, Sienna tendit la main par-dessus la table et posa quelque chose à côté de la sienne. Un dessin. Ella a dessiné un bonhomme avec un balai. Une petite fille lui tenait la main. Et en dessous, il était écrit « Monsieur Gavin m'aide à voler ». Gavin se figea. Elle a fait ça pendant que j'étais au téléphone. Sienna dit « Elle ne me l'a montré qu'après que j'ai promis de ne pas me fâcher. Elle m'a dessiné. Elle se souvenait comment vous lui aviez expliqué la carte sonore, comment vous n'avez pas bronché quand elle a paniqué, comment vous l'avez rassurée. » La voix de Sienna s'est brisée. Gavin a regardé le dessin, puis le sien. L'un disait « Mia », l'autre « Monsieur Gavin ». Même écriture, même cœur. « Tu as dit que tu n'avais pas pu sauver ta fille », dit Sienna, la voix tremblante. « Mais aujourd'hui, tu n'as pas échoué. » Il ferma les yeux, respira profondément, puis murmura « Non, je n'ai pas échoué. » Quelques instants plus tard, des pas se rapprochèrent. Et là, elle entra sur la pointe des pieds, pieds nus comme sa mère, sa canne sous le bras. « Est-ce une table triste ?» demanda-t-elle doucement. Gavin gloussa. « Un peu. Puis-je la rendre joyeuse ?» Il acquiesça. « Tu l'as déjà fait. » Elle s'assit à côté de lui, posa sa petite main sur la sienne. « Je pense que ta fille m'aurait aimé, dit-elle. » Il sourit à travers ses larmes. « Je sais qu'elle m'aurait aimé. » Ella se pencha vers lui et murmura « Si jamais tu oublies à quel point tu es courageux, écoute simplement mon rire quand tu es là. » Sienna retint son souffle. Gavin ne répondit pas. Il se contenta de serrer sa main plus fort. Plus tard dans la soirée, Sienna et Gavin se tenaient devant le café. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » dit-elle. « Moi non plus, » répondit Gavin. « Mais je sais une chose. » Elle hésita. « Il y a une fille là-dedans qui croit que tu rends le monde plus sûr simplement en étant là. Et il y a une mère qui donne à cette fille l'impression qu'elle peut gravir des montagnes, » dit Gavin doucement. Ils échangèrent un regard. Pas de promesse, pas d'attente, juste de la compréhension. Sienna tendit la main. « Reviens demain, » dit-elle. Pas en tant que concierge, ni en tant qu'ingénieur, juste en tant que Gavin. Il prit sa main. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas brisé. Il se sentait inachevé. Et cela lui donnait en quelque sorte de l'espoir. La salle de conférence ressemblait à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Des murs en verre, des écrans holographiques, une table tactile illuminée de schémas de réseaux neuronaux et de cartes algorithmiques. Sienna se tenait debout, les bras croisés, le regard distant. Derrière elle, un écran géant affichait le prototype de son dernier projet, Evia, une interface d'intelligence artificielle conçue pour aider les personnes handicapées grâce à la reconnaissance vocale et à une réponse émotionnelle adaptative. Sur le papier, c'était révolutionnaire. En réalité, cela semblait creux. Ses investisseurs étaient ravis. Les bêta-testeurs étaient impressionnés. Mais au fond d'elle-même, Sienna ressentait le silence qui suivait même les applaudissements les plus bruyants. Une voix qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il écoute, mais il ne ressent rien. Thomas s'éclaircit la gorge derrière elle. Les conseils d'administration attendent le feu vert final pour la phase 2. Elle ne se retourna pas. « Dites-leur d'attendre. » Il cligna des yeux. « Vous êtes sûr que cela nous fait prendre 2 mois de retard ? Je m'en fiche. » Sa voix était calme mais ferme. « Il manque quelque chose. » Thomas hésita. « Vous pensez encore à Gavin, n'est-ce pas ?» Elle se retourna lentement. Quand Ella parlait à Eva, celle-ci comprenait bien les ordres. Mais quand elle pleurait, elle ne disait rien. Il fronça les sourcils. Parce que le logiciel n'est pas encore conçu pour répondre à des émotions imprévues. Et c'est là le problème, l'interrompit Sienna. Nous l'avons programmé pour entendre, mais pas pour comprendre. Gavin faisait les deux sans capteur, sans code, juste avec son cœur. Thomas ne contesta pas. Il se contenta d'acquiescer et dit doucement « Il a démissionné. »« Souviens-toi » dit Sienna en prenant son téléphone. « Alors nous lui donnerons une raison de revenir. » Plus tard dans la soirée, Gavin était assis sur un banc juste à l'extérieur du terminal, regardant les avions s'élever dans le ciel crépusculaire. Il ne leva pas les yeux lorsqu'il entendit des pas s'approcher. « Je n'ai pas de balai à la main, » dit-il sèchement. « Tu risques d'être déçu. » Sienna s'assit à côté de lui. « Je ne suis pas ici pour le concierge. » Il lui jeta un regard en coin. « Alors qui ? L'homme qui a construit l'espoir à partir de fréquences
et qui a échoué, mais qui n'a pas cessé d'enseigner aux autres comment voler. Il rit sans humour. « Tu as répété ça ?»« Non, dit-elle, mais j'ai répété ceci. » Elle sortit un dossier et le posa délicatement sur ses genoux. Gavin baissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Une proposition ?» dit-elle. « Pas une offre d'emploi, un partenariat. Je veux que vous m'aidiez à reconstruire Eva, pas seulement en tant qu'ingénieur, mais en tant que personne qui comprend ce que signifie vivre avec les conséquences de bonnes intentions. » Il n'ouvrit pas le dossier. Au lieu de cela, il fixa le ciel. « J'ai déjà fait ça, Sienna. J'ai vendu de l'espoir, vendu de l'innovation, construit des choses avec les meilleures intentions, et j'ai enterré un enfant à cause de cela. » Sa voix s'adoucit. « Tu n'as pas enterré son rêve. » Il la regarda d'un air sévère. « Je l'ai vu dans les yeux d'Ella, » continua Sienna. « Ta fille vit dans chaque pas qu'Ella a fait ce jour-là, et elle vivra dans chaque enfant qui marchera librement grâce à ce que tu construiras ensuite. » Les doigts de Gavin se crispèrent autour du dossier. « Et si je me trompais à nouveau ?» Elle croisa son regard. « Alors nous nous tromperons ensemble et nous corrigerons ensemble. » Il y eut un long silence, puis il murmura « Crois-tu aux secondes chances ?» Elle acquiesça. « Je crois au second départ. » Il ouvrit enfin le dossier. La première page ne comportait ni graphique ni spécification, juste un titre, Projet MIA. Gavin le fixa longuement. Sa voix se brisa. « Tu l'as nommé d'après elle ?»« Ce n'est pas moi, » dit doucement Sienna. « C'est Ella qui l'a fait. » Le lendemain matin, Gavin entra dans le laboratoire de conception pour la première fois depuis 9 ans. Ça sentait le souvenir, l'encre du tableau blanc et les fils soudés, comme une ambition brûlante et une peur enfouie. Un jeune stagiaire leva les yeux. « Monsieur, vous n'êtes pas autorisé. » Thomas intervint. « Il est plus qu'autorisé. » Gavin se déplaça lentement, observant les écrans, les prototypes, les algorithmes. Sienna se tenait à l'autre bout de la pièce, les cheveux attachés, une blouse de laboratoire sur les mains tachées d'encre de marqueur. « Bon retour, monsieur Hart, » dit-elle. Il sourit faiblement. « Construisons quelque chose qui écoute. » Les heures passèrent comme des secondes. L'esprit de Gavin s'enflamma comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il réécrivit les boucles de rétroaction à la main. Il ajusta les protocoles de détection de la hauteur tonale pour les adapter au schéma de panique du monde réel. Il utilisa des enregistrements de la voix d'Ella, de son rire, de sa peur, de son silence pour entraîner le système non seulement à répondre, mais aussi à se soucier. Et lorsqu'un des ingénieurs remit en question l'écart par rapport aux modèles industriels, Gavin répondit simplement « La compassion ne suit pas de modèle ». Ce soir-là, après le départ de l'équipe, Sienna resta pour regarder Gavin travailler seul dans le silence. Il effectuait des simulations, hochant légèrement la tête, perdu dans ses pensées. Elle s'est approchée. « Tu ne te contentes pas de réparer l'IA, a-t-elle dit. Je répare la partie de moi qui a cessé d'y croire. » Elle a penché la tête. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» Il n'a pas levé les yeux, mais sa réponse était claire. « Une petite fille m'a demandé de lui apprendre à marcher seule. » La chambre d'hôtel était silencieuse, mais pas immobile. Sienna était assise sur le bord du lit, son ordinateur portable ouvert, les doigts figés au-dessus du clavier. Les emails affluaient, félicitant le nouveau partenariat, anticipant le lancement de l'IA, les membres du conseil d'administration demandant des mises à jour, mais elle ne tapait pas un seul mot. De l'autre côté de la pièce, Ella était recroquevillée sous une douce couverture bleue, celle qu'elle emportait toujours avec elle lorsqu'elle voyageait. La canne blanche était appuyée contre la table de chevet, témoin silencieux des découvertes de la journée. Les yeux de Sienna étaient fatigués. Pas à cause du travail, mais à cause de ses pensées, de ses sentiments, de la prise de conscience que quelque chose ou quelqu'un avait bouleversé son univers et celui de ses filles d'une manière qu'aucun rapport trimestriel n'aurait jamais pu faire. Elle jeta un coup d'œil vers le bord de la table de chevet. Elle était là, la feuille de papier pliée qu'Ella avait refusé de laisser quiconque toucher depuis qu'elle l'avait glissée dans la poche de son manteau ce matin-là. Sienna se pencha pour le regarder. « Ella, tu es encore réveillée ?» murmura-t-elle d'une voix endormie. « C'est quoi cette lettre que tu gardes sur toi ?» Ella parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu peux la lire si tu veux. » Sienna la prit délicatement et déplia le papier légèrement froissé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait. « Chère maman, je sais que tu es très occupée et très importante. Je l'entends dans tes chaussures qui marchent vite. Je l'entends dans ton téléphone qui sonne sans arrêt. Mais quand je me suis perdu, rien de tout cela n'a pu me retrouver. Monsieur Gavin n'avait ni téléphone, ni chaussures rapides, ni beaucoup de gens autour de lui. Mais il m'a retrouvé. Il ne m'a pas forcé à parler. Il m'a fait me sentir en sécurité. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il m'a aidé à respirer.
et il n'a pas ri quand j'ai eu peur. Il m'a écouté jusqu'à ce que je n'ai plus peur. Il ne m'a jamais dit ce que je ne pouvais pas faire. Il m'a dit que je pouvais le faire. J'aime quand il est là. Tu souris plus. Ta voix est douce, comme quand tu chantes dans la voiture et que tu penses que je n'écoute pas. Je pense que tu es peut-être un peu aveugle toi aussi, maman. Pas avec tes yeux, juste avec ton cœur. Ce n'est pas grave. Je l'étais aussi autrefois. Je t'aime, Ella. Sienna plia lentement la lettre. Ses yeux la piquaient, mais aucune larme ne coula. Pas encore. Elle regarda Ella, qui ronflait doucement, paisible, entière. Puis les larmes vinrent, sans bruit ni dramatisme, juste des gouttes silencieuses tombant dans sa paume ouverte. Le genre de larmes qui ne viennent pas de la tristesse, mais du fait de voir quelque chose trop clairement pour la première fois. Le genre de larmes qui disait « J'ai manqué quelque chose d'important, et maintenant je le sais ». Le lendemain matin, elle retourna à l'aéroport, non pas pour prendre l'avion, ni pour affaires, mais pour chercher un concierge qui ne se contentait pas de balayer les sols, mais qui reconstruisait tranquillement des vies. Mais Gavin était parti. Elle demanda à la réception. Il ne savait pas. Elle vérifia le casier du bureau d'entretien, vide, la plaque nominative retirée. Aucune adresse de réexpédition. Thomas la rejoignit dans le terminal après avoir reçu son appel urgent. « Ça va ?» demanda-t-il gentiment. Sienna ne répondit pas. Elle regardait fixement la piste où un avion s'élevait dans les nuages. « Il est parti », dit-elle finalement. Thomas acquiesça. Les gens comme lui, ils ne restent pas là où ils ont le sentiment d'avoir déjà fait leur part. Et c'est dans ce je n'ai même pas pu le remercier, murmura-t-elle. Tu as dit plus que ça, répondit Thomas en sortant quelque chose de son manteau. C'était l'ancien badge d'identité de Gavin, attaché à une feuille de papier pliée. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle. Il l'a laissé dans le casier. J'ai pensé que tu devrais le voir. Elle le déplia avec précaution. À l'intérieur se trouvait un croquis, non pas de machine ou de plan, mais d'une petite fille marchant avec sa canne, suivant un rythme de points et de notes comme une chanson faite de pas. L'écriture de Gavin était inscrite sous l'image. Elle n'a pas peur du noir. Elle danse avec lui. Sienna eut la gorge serrée. Elle regarda Thomas, la voix plus assurée. J'ai besoin d'emprunter quelque chose. N'importe quoi. Le système de sonorisation. Le haut-parleur grésilla avant de s'allumer. Au milieu du terminal animé de l'aéroport de Los Angeles, les gens s'arrêtèrent lorsqu'une voix familière retentit dans le haut-parleur, forte, posée, mais indéniablement vulnérable. À l'attention des passagers, à la porte 42. Ceci n'est pas une annonce de vol. Si ce moment vous a donné des frissons, laissez un j'aime pour soutenir l'histoire. Ceci s'adresse à une seule personne. Un homme qui a autrefois apporté la lumière à ceux qui ne pouvaient pas voir et qui est parti avant que le monde puisse le remercier. Si vous croyez encore aux choses inachevées, retrouvez-moi à la porte 42. Quelqu'un a besoin de vous. Le terminal se tute. Même les chariots à bagages semblaient rouler plus lentement. Les gens regardaient autour d'eux, curieux, confus, émus, car eux aussi pouvaient le ressentir. Ce n'était pas un appel professionnel. C'était un appel à quelque chose de bien plus rare, à la rédemption, à la grâce, à un nouveau départ. À l'autre bout du terminal, dans le couloir arrière près du service de maintenance, un homme vêtu d'une veste usée s'est arrêté, balai à la main. Il a fermé les yeux et a souri. Le système de sonorisation n'avait jamais diffusé un message comme celui-ci auparavant. Pas dans ce terminal, pas de toute sa vie. D'habitude, les haut-parleurs diffusaient des annonces précises et sèches sur les retards, les changements de porte d'embarquement, les derniers embarquements. Mais cette fois, c'était différent. Cette voix tremblait, non pas de peur, mais de nostalgie, de quelque chose d'inachevé. Attention, passagers à la porte 42. Sienna Blake se tenait dans la salle de contrôle silencieuse, les yeux rivés sur le micro, la main ferme. Son cœur, lui, ne l'était pas. « Ceci n'est pas une annonce standard », dit-elle doucement, sa voix traversant les dalles du plafond, descendant les passerelles d'embarquement, traversant les comptoirs de café et les files d'attente à l'enregistrement. Ceci est un message destiné à un homme qui pense que le meilleur de son histoire est derrière lui. À l'extérieur de la salle, les gens s'arrêtèrent de marcher. Les agents de bord interrompirent leur liste de contrôle. Un petit garçon tira sur la manche de sa mère pour écouter. Un pilote baissa le volume de sa radio. Quelque chose dans l'air avait changé. Sienna prit une inspiration. À l'homme qui a autrefois apporté la lumière à ceux qui ne pouvaient pas voir. Si vous êtes toujours entre ces murs, si vous balayez toujours là où personne ne vous voit, si vous guérissez toujours en silence, sa voix se brisa, mais seulement légèrement. « Venez me rejoindre à la porte 42, avala-t-elle. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. » Le silence s'installa.
Pas un silence vide, mais un silence plein, comme celui qui précède un moment sacré. De l'autre côté de l'aéroport, dans le local des agents d'entretien, peu de gens remarquèrent que Gavin Hart était figé sur place. Une main agrippait toujours le manche du balai, l'autre tremblait légèrement, juste assez pour faire teinter les clés à sa ceinture. Au début, il ne bougea pas, ne respira pas. Il n'était pas sûr d'en être capable. Cette voix avait brisé la carapace sous laquelle il s'était caché pendant des années. Une carapace faite de routine, de services discrets, de discrétion. Il avait construit sa vie pour éviter ce moment précis. Et maintenant, elle l'appelait par son nom sans jamais le prononcer. Il se tourna vers le petit miroir au-dessus du lavabo. Son reflet semblait plus vieux que dans ses souvenirs, mais dans ses yeux, il y avait une lueur, le reflet de quelque chose qui n'avait jamais tout à fait disparu. Il ne prit pas son sac, il ne pointa pas, il se contenta de marcher. Pour connaître la suite de leur chemin, abonnez-vous, on continue juste après. La porte 42 se trouvait à l'autre bout du terminal C. Calme, rarement utilisée, sauf pour les vols tardifs ou les vols retardés. Aujourd'hui, elle était vide, à l'exception d'elle. Sienna se tenait seule, raide à force d'attendre, mais ses yeux étaient remplis d'une douceur, de l'espoir peut-être, ou quelque chose d'encore plus rare, de la responsabilité. Elle avait troqué ses talons hauts et son blazer de créateur. Elle portait désormais des chaussures plates, un pull bleu marine doux, et ses cheveux étaient légèrement tirés en arrière. Pas d'armure, pas de faux semblants, juste une femme qui avait quelque chose à dire. Lorsque Gavin apparut enfin au bout du couloir, elle ne se précipita pas vers lui. Elle ne parla pas, elle attendit. Et lorsqu'il fut assez près pour croiser son regard, elle murmura les premiers mots. « Tu l'as entendu ?» Il acquiesça. « Je ne savais pas comment te retrouver autrement, » admit-elle. « Tu es parti, sans laisser de mots, sans dire au revoir. Je pensais avoir causé assez de dégâts, » dit Gavin doucement, « et avoir suffisamment guéri. » Sienna fit un pas vers lui. « Ma fille ne pense pas la même chose. » Son regard s'adoucit. « Ella est extraordinaire. Elle l'est, mais même les personnes extraordinaires ont besoin de quelqu'un qui croit en elles. » Elle hésita, sa voix prenant un ton presque enfantin. « Je pensais que tu devais le savoir. Elle marche toute seule maintenant, seulement quelques pas à la fois, mais elle essaye. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu... » Sienna cligna des yeux. Elle dit « Parce que je veux apprendre à marcher comme la fille de Monsieur Gavin. » Gavin détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je n'ai jamais appris à ma fille à marcher seule, » dit-il, après un long silence. « Je n'en ai jamais eu l'occasion. Elle est morte avant que je puisse le faire. » Les yeux de Sienna se remplirent de larmes. Alors peut-être qu'Ella est sa deuxième chance. Ou la vôtre. Une autre pause. Puis elle fouilla dans son sac. Elle en sortit un dossier en papier craft, fin mais lourd. « J'ai demandé à notre équipe juridique de rédiger ce document, » dit-elle. « C'est un contrat de consultation pour une nouvelle initiative que nous avons discrètement mise au point. » Elle le tendit, la voix tremblante. Elle s'appelle Projet Mia. Ses mains tremblaient lorsqu'il le prit. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des plans, des prototypes, des simulations de parcours d'IA, des croquis d'appareils. Tout cela a été conçu à partir de commentaires réels d'êtres humains, expliqua-t-elle. Fini les algorithmes stériles. C'est une technologie qui écoute, qui s'adapte, qui ressent. Elle croisa son regard. Nous pouvons construire quelque chose de magnifique à partir des décombres, Gavin. Quelque chose qui compte. Il baissa à nouveau les yeux sur le dossier, puis les releva vers elle. J'ai passé des années à essayer d'effacer mon passé, dit-il. Il s'avère que ce n'était pas le passé que je craignais. C'était l'avenir. La possibilité que je m'attache à nouveau et que j'échoue. Sienna s'avança. La voix murmurada. Nous échouons tous, mais seuls certains d'entre nous choisissent de recommencer. Et puis maman, ils se retournèrent. Ella était là. Thomas se tenait derrière elle comme une sentinelle bienveillante, la laissant avancer seule. Elle portait des écouteurs autour du cou, sa petite canne à la main, mais elle ne s'en servait pas. Elle suivait le son de leur voix, le son de la confiance. « Monsieur Gavin ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, Ella, » répondit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « M'apprendrez-vous à marcher comme votre fille l'a fait ?» Sa voix se brisa un instant. Puis, « Non, ma chérie, je t'apprendrai à marcher comme tu es censé le faire, avec courage, avec rythme, avec légèreté. » Et lentement, prudemment, il lui tendit la main. Elle la prit et pour la première fois depuis des années, lui aussi. Il y a des moments où le monde cesse de faire semblant d'être occupé. Des moments où tout ralentit, non pas parce que les horloges changent, mais parce que quelque chose de sacré entre dans la pièce. La porte 42 était devenue l'un de ces moments.
Les passagers rassemblés à proximité ne regardaient plus leur téléphone. Les employés de l'aéroport s'appuyaient discrètement contre les murs, faisant semblant de vérifier les horaires, mais en réalité, ils écoutaient. Quelque chose d'inexprimable se déroulait. Au centre se tenait Ella, tenant la main de Gavin. Ses petits doigts enroulés autour de ses mains calleuses. Des doigts qui avaient autrefois dessiné des plans, tenu un nouveau-né tremblant puis lâché prise. Aujourd'hui, ils avaient à nouveau un but. Sienna s'approcha d'eux, la voix douce. « Elle m'a posé des questions sur votre fille, dit-elle. À propos de Mia ?» Gavin baissa les yeux vers Ella, qui attendait, silencieuse mais alerte, chaque respiration comme un sonar dans l'air autour d'elle. Il s'agenouilla à côté d'elle. Mia était comme toi. Elle était née aveugle. Elle aimait la musique et le vent. Elle disait que le vent lui donnait l'impression de voler. Ella sourit. « J'aime aussi le vent. Je concevais des appareils. » Il continua doucement. « Des appareils pour aider les enfants comme elle, comme toi, à se déplacer dans le monde sans crainte. » Ella pencha la tête. « Mais quelque chose a mal tourné, n'est-ce pas ?» Il acquiesça lentement. « Oui, un appareil a échoué. Cela lui a tout coûté, et cela m'a coûté l'envie d'essayer à nouveau. » Il y eut alors un silence, pas gênant, mais respectueux. Puis Ella dit quelque chose qui brisa le silence comme un rayon de soleil. « Peut-être qu'elle n'est pas morte pour que tu arrêtes de construire. Peut-être qu'elle est morte pour que tu construises quelque chose de mieux. » Gavin ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Sa voix s'était perdue quelque part entre le chagrin et la grâce, mais ses yeux brillaient, et cela suffisait. Sienna plaça un dossier entre ses mains. Projet Mia. Le contrat n'était pas seulement du papier, c'était une résurrection. À l'intérieur se trouvaient les grandes lignes de leur nouvelle vision. Des interfaces d'IA adaptatives basées sur des retours sensoriels du monde réel, la cartographie des émotions via la reconnaissance vocale, des parcours d'apprentissage tactile et des outils pour autonomiser les malvoyants, et pas seulement les guider. Ce n'est pas seulement de la technologie, dit Sienna doucement. C'est de l'empathie conçue par l'ingénierie. Gavin tourna la dernière page. Au bas de la page se trouvait une ligne de signature, son nom déjà tapé dans une police élégante. Il la regarda longuement. Puis il sortit un stylo de sa poche et signa, tout simplement. Le passé n'avait pas disparu. Il avait trouvé une nouvelle direction. Plus tard, dans l'après-midi, dans un bureau tranquille du terminal réservé aux VIP, Gavin et Sienna étaient assis côte à côte et examinaient les premières ébauches. Ella était levée dans un fauteuil à proximité, écoutant des livres audio avec ses écouteurs, tout en traçant distraitement du bout des doigts un cube en peluche recouvert de braille que Gavin avait fabriqué à partir de serviettes en papier et de rubans adhésifs. Sienna observait Gavin travailler. Il dégageait une intense sérénité qui ne venait pas de l'ambition, mais de la rédemption. « Tu sais, dit-elle finalement, quand je t'ai vu pour la première fois, tu n'étais qu'un concierge qui lavait les sols. Je n'aurais jamais imaginé tout cela. » Gavin ne leva pas les yeux. « C'est le problème avec le monde, dit-il calmement. Il colle des étiquettes aux gens avant d'écouter leur histoire. » Elle acquiesça lentement, et j'ai porté chacune de ces étiquettes. PDG, femme de pouvoir, perfectionniste, mais aucune ne m'a appris à être mère. Elle regarda Ella. J'avais tellement peur de la décevoir que j'avais oublié qu'elle n'avait pas peur de tomber. Gavin la regarda, une lueur dans les yeux. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Sienna, » dit-il doucement. « Tu dois juste être présente. » Cela la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Aucun investisseur ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi précieux. Aucun membre du conseil d'administration ne lui avait jamais rappelé comment être humaine. Elle baissa les yeux vers ses genoux, puis le regarda à nouveau. « Vous n'avez pas seulement aidé ma fille, » murmura-t-elle. « Vous m'avez aidé à me souvenir de qui j'étais avant que le monde ne m'oblige à devenir quelqu'un d'autre. » Il la regarda à son tour. Cette fois, ce n'était pas le silence qui régnait entre eux, c'était la compréhension. Dehors, le soleil commençait à descendre derrière les panneaux de verre de l'aéroport, projetant de longs rayons dorés sur le sol du terminal. Ella s'avança prudemment vers la fenêtre, ses doigts effleurant le mur. Gavin l'observa et se leva à son tour. Il marcha à ses côtés, sans la guider, simplement en l'accompagnant. « Vous n'utilisez pas votre canne, » dit-il doucement. « J'apprends à mieux entendre, » répondit Ella en souriant. « Je peux entendre où l'écho change. C'est le mur, c'est le banc, c'est toi. » Gavin rit. « C'est incroyable. » Elle s'arrêta, tournant soudainement son visage vers le soleil. « Monsieur Gavin, le monde est-il lumineux aujourd'hui ?» Gavin ouvrit la bouche, mais s'interrompit. Sienna s'était approchée derrière eux. Elle posa doucement une main sur le bras de Gavin. « Non, ma chérie, » dit-elle, la voix étranglée. « Aujourd'hui, le monde chante. » Le sourire d'Ella était si pur qu'il remplissait toute la pièce.
Alors qu'il quittait le terminal, marchant dans les derniers rayons du soleil, un agent de sécurité fit un signe de tête à Gavin, non pas comme à un concierge, mais comme à quelqu'un d'important. Une hôtesse de l'air sourit à Sienna, non pas comme à une PDG, mais comme à une mère. Et un petit garçon désigna Ella et murmura à son père « C'est la fille de l'annonce ». Mais personne ne les interrompit. Personne n'en avait besoin, car ce qui s'était passé à la porte 42 n'était pas une scène, c'était un commencement. Une porte non pas vers un avion, mais vers un avenir commun. 6 mois plus tard, New York vibrait sous le soleil levant, resplendissant d'or contre les tours de verre, et la vapeur matinale s'échappait des bouches d'aération sur les trottoirs. À l'intérieur du Metropolitan Conference Hall, les derniers préparatifs étaient en cours pour le plus grand sommet technologique de l'année. Mais les projecteurs n'étaient pas braqués sur les suspects habituels. Pas d'acquisition d'1 milliard de dollars, pas de nouvel appareil pour distraire les masses. Au contraire, tous les regards étaient tournés vers un projet né non pas de l'ambition, mais d'une résilience perdue et d'une rencontre inattendue dans un terminal d'aéroport. Le projet MIA. La salle était pleine à craquer. Journalistes, scientifiques, parents, investisseurs, enfants tenant des cannes blanches, vétérans en fauteuil roulant, blogueurs technologiques, mères, pères, personnes qui, pour la première fois, se sentaient considérées par le monde de l'innovation. Dans les coulisses, Sienna Blake ajustait les poignets de son blazer gris clair. Ce n'était pas son habituel tailleur strict, mais quelque chose de plus doux, de plus humain. Ses cheveux étaient soigneusement ramenés derrière une oreille et ses yeux scrutaient le miroir, mais pas à la recherche de la perfection. Elle recherchait la présence. Derrière elle, Gavin Hart se tenait debout, vêtu d'une simple chemise noire aux manches retroussées. Pas de titre, pas de costume, juste l'homme qui l'avait aidé à se souvenir comment ressentir à nouveau. « Tu es prête ?» demanda-t-il d'une voix calme comme une eau tranquille. Sienna sourit faiblement, mais pleinement. « J'ai fait des présentations à des millions de dollars devant les investisseurs les plus exigeants au monde, » répondit-elle. « Mais aujourd'hui, mes mains tremblent. » Gavin lui offrit un sourire doux. « C'est parce que celle-ci est importante. » Elle acquiesça. Puis, une voix légère et confiante se fit entendre. « Maman, Monsieur Gavin, ils attendent. » Ella avait maintenant 10 ans. Ses cheveux bouclés, soigneusement tressés, ressortaient sur sa robe bleu marine ornée de petites étoiles argentées cousues à l'ourlet. Elle ne portait pas de lunettes de soleil aujourd'hui. Sa canne blanche reposait à côté d'elle, mais elle se tenait debout, sûre d'elle. Entre ses doigts, elle tenait une petite carte qu'elle avait écrite en braille. Sienna prit une inspiration, tendit la main vers celle de sa fille. « Alors, allons changer le monde. » Sur scène, les lumières s'éteignirent. Une courte vidéo montrait des enfants se déplaçant dans des écoles, des aires de jeu et des passages piétons à l'aide des outils conçus par le projet MIA. Mais il ne s'agissait pas seulement de technologie, c'est la narration d'Ella elle-même qui a ému le public. Nous n'avons pas besoin de votre pitié. Nous avons besoin de votre partenariat. Nous ne voulons pas être réparés. Nous voulons être compris. L'obscurité n'est pas l'ennemi. L'indifférence l'est. Un silence s'ensuivit, puis des applaudissements, des larmes, une ovation debout. Lorsque les lumières se sont rallumées, Sienna est montée sur le podium, non pas en tant que PDG, mais en tant que mère, une femme qui croyait autrefois devoir conquérir le monde, avant de réaliser que ce dont le monde avait vraiment besoin, c'était d'être tenu dans des mains plus douces. Il y a 6 mois, elle a commencé « Ma fille s'est perdue dans un aéroport. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que moi aussi, j'étais perdu. » Elle a fait une pause, et un concierge au passé brisé et au cœur tranquille nous a ramenés tous les deux à la maison. Elle s'est tournée vers Gavin, qui se tenait juste derrière le rideau. « Il n'a pas inventé la lumière, » a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. « Il a inventé un moyen pour nous d'écouter dans l'obscurité. » Puis elle s'est écartée et a laissé Gavin prendre le micro. Gavin a regardé le public, non pas avec crainte, mais avec clarté. « Quand j'ai perdu ma fille, a-t-il commencé, j'ai cru que j'avais enterré ma raison d'être avec elle. » Il a marqué une pause, jetant un coup d'œil à Ella au premier rang, mais puis j'ai rencontré une autre petite fille, et elle ne m'a pas demandé de la réparer. Elle m'a demandé de la voir, de marcher à ses côtés, pas devant elle. Il prit une inspiration silencieuse. C'est ça, le projet MIA. Ce n'est pas seulement un code ou du matériel informatique. C'est la conviction que personne ne mérite de vivre dans l'invisibilité, que chaque personne, quelles que soient ses capacités, mérite dignité, voix et liberté. Il descendit de la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Mais ce qui comptait le plus, c'était la petite main qui se tendait vers lui. « Ella », dit-elle en souriant,
Vous avez réussi, monsieur Gavin. Il s'agenouilla à sa hauteur. Non, dit-il doucement, nous avons réussi. Plus tard dans la soirée, tous les trois s'assirent sur un banc de Central Park, loin des projecteurs. Juste une famille, officieuse, sans étiquette, mais complète. L'air était vif, les feuilles d'automne bruissaient au-dessus d'eux. Elle a tracé la forme d'une feuille du bout des doigts en écoutant Gavin décrire sa couleur. Ambre, dit-il, comme la lumière du soleil juste avant qu'elle ne disparaisse. Elle acquiesça. C'est comme ça que résonne ta voix. Sienna s'appuya contre Gavin, la tête posée doucement sur son épaule. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour, un concierge changerait non seulement mon entreprise, mais aussi la vie de ma fille, j'aurais dit que c'était un conte de fées. » Gavin sourit. Ce n'est pas un conte de fées, juste une vérité meilleure. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant la lumière s'estomper, mais sans craindre l'obscurité. Puis Ella demanda « Maman, le monde est-il lumineux aujourd'hui ?» Sienna regarda sa fille, si intrépide, si pleine de lumière, même dans l'obscurité. Elle tendit la main, prit la joue d'Ella dans sa paume et murmura « Non, ma chérie, aujourd'hui, le monde chante. Oh !» Et c'est peut-être ça, le sens de la vie. Ce ne sont pas les titres que nous poursuivons ou les erreurs que nous commettons, mais les moments où un inconnu nous aide à voir le monde à nouveau, même sans lumière.